J'interviens en fiscalité internationale et donc aujourd'hui nous avons un thème concernant l'expatriation fiscale des dirigeants d'entreprises et notamment aujourd'hui dans le cas plus particulier des Émirats arabes unis et de Dubaï. Je voudrais axer cette présentation autour de trois axes qui sont essentiels pour bien comprendre la problématique du chef d'entreprise qui va s'expatrier à Dubaï. Celui d'abord de la résidence fiscale avec une problématique propre aux Émirats arabes unis et qui nécessite obligatoirement et préalablement une réorganisation si l'on souhaite rester résident, si l'on souhaite rester dirigeant d'une structure française. Donc ça, c'est vraiment l'élément essentiel et très particulier. On commencerait par ça. Puis après, on va voir la problématique de l'exit tax. Et puis un autre aspect, c'est que généralement, lorsqu'un chef d'entreprise s'expatrie à Dubaï, il va aller créer une structure. On va voir qu'on a deux process de société qui existent. Et donc, on va voir la problématique nouvelle de l'impôt sur les sociétés. Alors, on va commencer par la résidence fiscale. Il faut rappeler que la notion de résidence fiscale est liée, c'est un peu l'élément moteur de la fiscalité. Et donc, on a un sujet qui est de dire quel est l'élément, comment on va déterminer cette résidence fiscale. Elle va servir à dire où on va être imposé et dans quelles conditions. Vous êtes aujourd'hui résident fiscaux français. Vous avez donc une imposition en France mondiale. En devenant non-résident, vous aurez une imposition en France uniquement sur vos revenus de source française. Donc, on a un sujet très particulier sur les Émirats arabes unis, on va le voir, il y a une similarité avec la convention entre la France et Israël, et des similarités parce que ces deux pays n'ont pas de convention d'assistance en matière de recouvrement avec la France. Et donc, on va avoir des mécanismes extrêmement similaires, notamment sur l'exit tax. La définition en droit interne de la résidence fiscale, elle est relativement simple, connue de tout le monde, soit un foyer d'habitation, soit une durée de séjour, soit le centre des intérêts économiques. Lorsqu'on prend l'article 4B du Code général des impôts, c'est vraiment les trois éléments qui ressortent. Alors, on sait que lorsqu'on a un conflit entre deux pays, on va aller voir la convention fiscale. Et que nous dit la convention fiscale signée avec les Émirats arabes unis? Elle prend à peu près les mêmes critères parce que ces critères, on les retrouve dans les conventions type OCDE. Foyer d'habitation permanente, le centre des intérêts vitaux, le lieu de séjour. Alors à chaque fois, on parle de la nationalité, mais de toutes les manières, l'élément vraiment moteur important, c'est le centre des intérêts vitaux, personnels et surtout économiques passé un certain moment. Or, quelle est la problématique? La problématique de la convention fiscale entre la France et les Émirats arabes unis ressort à l'article 19.2 que je vous ai reproduit ici et qui, je vais vous le traduire parce que quand on lit ces éléments-là, on se demande quel est vraiment le sujet. Ce sujet, il est que la fiscalité aux Émirats arabes unis est tellement favorable puisqu'on n'a quasiment pas d'impôts que la France a mis une clause de protection avec l'article 19.2 en expliquant que lorsqu'on est résident aux Émirats arabes unis, on ne doit pas remplir les conditions de l'article 4B du Code général des impôts. Sinon, on reste résident fiscal français malgré les dispositions de la Convention. Donc, c'est vraiment une clause très exceptionnelle, mais on regarde une situation exceptionnelle. Et donc, vous pourriez tout à fait vivre aux Émirats arabes unis, gagner votre vie aux Émirats arabes unis, ne même pas revenir en France, mais pour autant être considéré comme résident fiscaux français. Donc, il faut faire attention aux trois critères. Sur les trois critères, on a quand même deux critères qui posent pas vraiment de difficulté. C'est l'existence d'un foyer d'habitation. Ça, généralement, c'est simplement organisé par une vente ou une mise en location. La durée du séjour, c'est plutôt classique. Si vous demeurez aux Émirats arabes unis, c'est simple, on verra une différence
très importante entre la durée de séjour en France et aux Émirats. Et puis, on a le centre des intérêts personnels. Alors, c'est relativement facile à démontrer, surtout qu'à Dubaï, la population qui part est plutôt jeune et souvent avec des enfants en bas âge. Donc, le simple fait de scolariser vos enfants vous protège sur le centre des intérêts personnels. Par contre, le centre des intérêts économiques, il est beaucoup plus problématique parce que vous êtes dans une situation où vous êtes dirigeant d'entreprise en France et donc, on va aller faire une analyse en termes de revenus. Il ne va pas falloir que vos revenus proviennent principalement de France. Donc, il faut organiser pour que la situation, l'analyse des revenus se fasse de Dubaï vers d'autres pays ou de Dubaï en interne, mais pas directement de France. Donc, c'est une analyse extrêmement importante. Alors, on aime bien également changer de mandataire social ou faire évoluer la structuration. Et tout ça, ça va se combiner avec d'autres éléments qu'on a l'habitude de voir lorsque nos clients partent à l'étranger, qui est de dire on va modifier l'équilibre des flux en termes de rémunération. Habituellement, en France, on a des rémunérations de gérance ou de président complétées par du dividende. Lorsqu'on est non-résident, on va limiter les revenus de sources françaises et notamment les revenus salariales ou de mandats sociaux. Donc, on va plutôt aller vers une baisse drastique de ces rémunérations pour augmenter le montant des dividendes. Alors, d'autant plus qu'avec les Émirats arabes unis et Dubaï, les dividendes, une fois qu'ils ont été, qui résultent de l'impôt sur les sociétés françaises, n'ont plus de fiscalité en France ni aux Émirats arabes unis. Plus en France parce que c'est exceptionnel, il n'y a pas de retenue à la source. Généralement, la France prévoit des retenues à la source de 15 ou 10%. Il n'y a pas de retenue à la source. Et aux Émirats, vous n'aurez pas d'imposition à payer. Donc, premier sujet à regarder de très près, et ça nécessite d'analyser les structurations. Est-ce que vous avez une holding? Est-ce que vous avez une société, plusieurs sociétés? Comment vous fonctionnez? Est-ce que vous pouvez nommer quelqu'un d'autre à la tête de la structure française? Ça, c'est des éléments extrêmement importants parce que c'est le vrai sujet qui peut remettre en cause votre résidence fiscale. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'aux Émirats arabes unis, on a eu tant et tant de remises en cause de résidence fiscale vis-à-vis notamment des influenceurs et des influenceuses, parce que ces gens-là sont partis du jour au lendemain à Dubaï en considérant qu'il y avait zéro d'impôt, en respectant très peu les formalités, et puis en continuant à vivre sur leur structure française sans se soucier de cette disposition que bien souvent euh, ils ignoraient. Donc, premier élément, la notion de résidence fiscale et le Bouchotte, il y respect. a une question qui est arrivée, je pense, qui est pertinente aussi à tous. C'est Rachel Garcia qui demande, quand vous dites revenu, est-ce que cela sous-entend aussi les dividendes? Ça, ça intègre la totalité des revenus de sources françaises. On parle bien de revenus parce que les dividendes proviennent d'une structure professionnelle française. On pourra avoir une analyse différente si ça provenait de sociétés civiles immobilières, mais on inclut à l'intérieur les dividendes. Okay. Et donc, deuxième point que nous allons voir, c'est l'exit tax. Pourquoi l'exit tax? Parce qu'on va le voir un peu après, parce que, et j'en parlais tout à l'heure également dans un cas très spécifique qui est celui d'Israël, c'est qu'on a très peu de pays où on a un mécanisme de dépôt de déclaration 3 mois avant de partir. Donc nous, lorsque nos clients viennent nous voir moins de 3 mois avant et nous disent, et on leur dit, mais vous avez de l'exit tax, on leur explique qu'il va quand même falloir modifier un peu leur plan. Là, à l'heure actuelle, sur Dubaï, on a une population quand même qui a bien souvent des enfants, donc qui se cale vers un début de scolarité mi-août ou fin août 2023. Donc là, effectivement, on a un certain nombre de dossiers qu'on présente au service de l'exit tax pour des chefs d'entreprise françaises qui quittent la France. Alors, préalablement, c'est quoi l'exit tax? L'exit tax,
c'est la faculté pour la France de taxer les plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs mobilières, détenues ou indirectement détenues par un foyer fiscal. Alors, comment ça s'applique? D'abord, il faut avoir été fiscalisé en France au moins 6 ans au cours des 10 dernières années. C'est-à-dire plutôt résident fiscal français et pas être passé par hasard en France et repartir. Et puis, ça va concerner les sociétés où on détient directement ou indirectement 50% des bénéfices sociaux. 50%, ça veut dire que ça va être 50% ou plus. Ou lorsque la valeur totale des droits sociaux excède 800 000 euros. Alors, qu'est-ce qui est concerné? On va avoir les plus-values latentes, comme on a dit sur les droits sociaux, les titres, ça veut dire les titres de SA, SAS, les parts sociales de SARL ou de SCI soumises à l'IS. Les créances nées et étant liées à un complément de prix, c'est-à-dire vous avez vendu votre société, vous partez, mais vous devez éventuellement continuer à percevoir un complément de prix échelonné sur plusieurs années. Il faut le déclarer parce qu'il rentre dans le mécanisme de l'exit tax. Puis après, on a les plus-values de cession ou d'échange qui sont liées à un régime de report d'imposition. Alors, le plus connu, c'est le régime de l'article 150 obiter du Code général des impôts. Et effectivement, l'exit tax va faire tomber ce mécanisme et on va le remettre en sursis dans le cadre de l'exit tax. Donc, on a quand même un certain nombre de titres concernés. Il faut que les structures soient soumises à l'IS. Par exemple, une structure SCI non soumise à l'IS ne rentrera pas dans ce mécanisme-là. Le montant de l'imposition, il va être fonction des éléments que vous allez fournir, c'est-à-dire de l'historique. Globalement, vous allez être imposé à 30% à la flat tax. Et puis, ne pas oublier la contribution sur le revenu qui peut atteindre 4%. Donc, nous, facilement, on explique qu'il y a au moins une imposition sur 34%. On parle bien d'une plus-value latente. Donc, on va déterminer quel a été le coût d'acquisition pour vous des titres. Est-ce que vous les avez souscrits à l'origine au nominal ou vous les avez achetés? Et puis, le prix de cession, en réalité, c'est la valorisation au jour où vous allez partir. Et puis, on va aller demander, alors tout le monde le demande, mais il ne faut pas l'oublier, un sursis de paiement. Sursis de paiement en expliquant que vous allez partir pour le coup, aux Émirats arabes unis et que vous demandez à bénéficier d'un sursis de paiement et vous nommez votre représentant fiscal. C'est obligatoire. Si vous ne faites pas cette demande, si vous ne déposez pas de déclaration d'exit tax, vous risquez qu'un jour, l'administration vous dise « Au fait, vous êtes parti, vous n'avez pas fait de déclaration d'exit tax, on ne vous autorise plus à en faire. » Et donc, le sursis de paiement n'est plus possible, on vous demande de payer la plus-value latente. Quand on sait qu'on peut arriver facilement sur des montants importants, c'est pour le moins gênant. Donc, lorsqu'on demande le sursis de paiement, on va donner des garanties. La garantie la plus simple, celle qui coûte le moins cher, c'est laquelle? C'est tout simplement le nantissement de parts de société. Donc, c'est ce qu'on demande parce que ça bloque effectivement la cession de société ou la liquidation de la société, mais ça ne bloque pas la distribution de dividendes. Or, le dividende est souvent extrêmement employé. Alors maintenant, dernier point, le suivi, la durée de l'exit tax, c'est une durée de 2 ans lorsque on a un patrimoine inférieur à 2 570 000 euros. Et par patrimoine, j'entends la valeur de la totalité des titres, ou 5 ans si on est au-dessus. Ça, c'est au niveau de l'impôt sur le revenu. Donc, c'est la composante à 12,8% sur les 30. Et puis, on a la composante aux 17,2%, qui sont les contributions sociales, qui en réalité vont toujours demeurer pendant la durée de possession des titres. Tous les ans, il va falloir faire un état de suivi et le déclarer dans le cadre de l'impôt sur le revenu, mais aussi indépendamment, on envoie un courrier recommandé à l'administration fiscale. Donc, vous voyez, le mécanisme de l'exit tax est très formaliste, mais pour autant, il n'est pas gênant dans le fonctionnement que vous pouvez avoir dans le futur.
Troisième élément, propre à Dubaï, puisqu'on a vu la problématique de la résidence fiscale, la problématique de l'exit tax pour vous permettre de partir. Une fois que vous êtes là-bas, vous allez avoir la surprise de connaître l'impôt sur les bénéfices aux Émirats arabes unis. Et donc, on a un impôt qui doit être mis en place à compter du 1er juin prochain. Donc, à partir du moment où des bénéfices ont été générés à compter de cette date et sur l'exercice. Le taux est un taux de 9% et il est honnêtement relativement bas parce que en France, on a aujourd'hui 25. On peut trouver des taux entre 12 et 15%, mais 9%, on est quand même très, très bas. Puis vous allez voir qu'on a quand même un certain nombre d'éléments. D'abord, ça concerne que les sociétés. Donc, il n'y a pas de taxation si vous avez une activité professionnelle à titre personnel. Sur les sociétés ayant des revenus, donc un bénéfice supérieur à 375 000 dollars des Émirats arabes unis, ce qui fait à peu près 90 000 euros. Ce qui signifie que les sociétés qui ont un revenu bénéfice inférieur ne seront pas taxées. Donc, ce qui est important, c'est que c'est un élément qui ne remet pas en cause l'attractivité de cette zone qui va avoir relativement peu d'impact. Pour le comprendre, on vous a fait un schéma au regard des deux types de sociétés qui existent. On a normalement la possibilité d'avoir une mainland ou une free zone. La mainland, c'est vraiment l'historique de la société Dubaïote. Celle-ci, elle sera toujours imposée à l'impôt sur les sociétés parce qu'elle est sur un marché local avec une population plutôt dubaïote à l'origine, mais maintenant, ça peut évoluer avec des étrangers. Et donc, dans ce cas-là, on aura toujours l'impôt société. La mainland, c'est quand même la société qui est la moins présente chez les étrangers. Parce que le jour où vous arrivez aux Émirats arabes unis et pour obtenir votre Emirate ID, généralement, ce que vous allez demander, c'est la création d'une société free zone. Donc, elle est présente chez tous les étrangers qui demeurent aux Émirats arabes unis. Et là, on va avoir une particularité. On va regarder si la société que vous avez a une activité sur le territoire émirati ou non. Si elle a une activité, vous serez imposé aux Émirats. Si elle n'a pas d'activité, ce qui est généralement le cas, puisque les sociétés dubaïotes, free zone, ont souvent une activité dans le cadre du commerce international ou dans le cadre de conseils. Donc, vous n'aurez pas cette imposition. Alors, les contours de l'impôt se dessinent de plus en plus, puisqu'il doit bientôt sortir. Ça fera l'objet d'ailleurs d'un prochain webinaire. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'impôt de 9% est quand même extrêmement bas, que derrière, si vous distribuez, prenez des dividendes, vous n'aurez pas d'imposition, et qu'on est vraiment en principe sur une imposition à Dubaï, à l'IS, dès qu'on dépasse les 90 000 euros de revenus imposables, et lorsqu'on a plutôt une activité locale. Voilà, je vous ai présenté la notion d'expatriation et les points importants à connaître lorsqu'on est chef d'entreprise française et qu'on souhaite s'expatrier à Dubaï. Je reste à votre disposition en cas de questions et puis je vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire.